La famille de mon gendre a déclaré ma fille décédée pendant l'accouchement. Quand je me suis précipité à l'hôpital, ils m'ont empêché de la voir une dernière fois. En tant que détective, je savais que quelque chose n'allait pas. Ils mentaient. J'ai fait semblant d'être anéanti et je suis parti. Puis je suis revenu en cachette, me cachant dans la cage d'escalier, les observant. Ce que j'ai vu dans cette chambre d'hôpital et ce que j'ai entendu cette nuit-là m'a fait courir à ma voiture pour passer un appel téléphonique désespéré. Je n'avais que 30 jours. J'ai besoin que vous me suiviez dans cette histoire. Commentez ci-dessous. D'où regardez-vous et quelle heure est-il chez vous? Car ce qui s'est passé ensuite dans cet hôpital a tout changé. À 4 heures du matin, le 15 décembre, le téléphone a sonné dans l'obscurité et une voix froide m'a annoncé que ma fille était morte. J'étais détective depuis 30 ans. Je reconnaissais le son d'un mensonge avant même que la phrase ne soit entièrement formée. Mais lorsque la voix de Preston Hawthorne a résonné au téléphone, plate, mécanique, sans émotion, mon corps s'est quand même glacé. Lydia n'a pas survécu. Elle a fait une hémorragie pendant l'accouchement. Elle est partie. Partie. Le mot flottait dans l'air comme une lame. Ma main s'est crispée autour du téléphone jusqu'à ce que j'entende le plastique craquer. Dehors, par ma fenêtre à Newton, la neige tombait en nappes épaisses et silencieuses. Décembre dans le Massachusetts. Le genre de froid qui vous pénètre jusqu'aux os et y reste. Comment ça, parti? Ma voix sonnait faux. Pas la voix d'un père, mais celle d'un flic. Maîtrisée, distante. Je suis désolé. Je dois y aller. L'hôpital a besoin. Il a raccroché. Je suis resté assis dans le noir pendant quelques secondes. Puis je me suis mis en mouvement. 15 minutes plus tard, je conduisais à travers une tempête de neige sur la route 9 en direction de Boston. Un trajet de 45 minutes par beau temps. Je l'ai fait en 32. La glace recouvrait les routes. Je n'ai pas ralenti. Ma fille était à l'hôpital général du Massachusetts, et quelque chose dans la voix de Preston avait déclenché tous les instincts que j'avais affûtés pendant 3 décennies. Il n'avait pas l'air anéanti. Il avait l'air soulagé. L'hôpital surgit de la tempête, vert et acier brillant sous les lumières fluorescentes. J'ai laissé ma voiture sur le parking des urgences et j'ai couru. Soins intensifs, 4e étage. J'ai monté les escaliers 4 à 4. Mes genoux de 63 ans me brûlaient mais tenaient bon. Le couloir sentait l'antiseptique et la peur. Je connaissais cet endroit. J'avais arpenté ces couloirs pour d'autres affaires, d'autres nuits comme celle-ci. Chambre 412. Je devrais être Elliot. Je me suis arrêté. Elena Hawthorne se tenait devant les portes de l'unité de soins intensifs comme une sentinelle. La mère de Preston, la belle-mère de Lydia. Je ne lui avais jamais fait confiance, il y avait quelque chose de vif et de calculateur derrière ses yeux. Mais maintenant, elle me regardait comme si je n'avais pas ma place ici. Elle est partie, Elliot, dit-elle froidement. Vous devez partir. Seulement la famille proche. Je suis la famille proche, ai-je dit. Je suis son père. Elle n'a pas bougé. Preston est son mari. Il s'occupe de tout. Il n'y a rien à faire pour vous. Je veux voir ma fille. Ce n'est pas possible. Elle a déjà. Elle a hésité. Elle a été déplacée. Vous devriez rentrer chez vous. Preston vous appellera pour les arrangements. Arrangements, service, déplacé. Chaque mot sonnait faux. Le timing, sa posture bloquant les portes, la façon dont ses yeux ne s'adoucissaient jamais. Quand est-elle morte, ai-je demandé doucement. Est-ce que ça a de l'importance? Ça en a, 3h47. Et Preston m'a appelé à 4h, ai-je dit. 13 minutes plus tard. Sa mâchoire se crispa. Il était sous le choc. Dans quelle chambre était-elle? Elliot, vous devez. Quelle chambre? Nous nous sommes regardés fixement. La neige martelait les fenêtres derrière elle. Un moniteur émettait un bip régulier quelque part dans le couloir. Finalement, elle a dit, rentrez chez vous. Faites votre deuil. Laissez-nous gérer ça. Elle s'est retournée et a disparu derrière les portes de l'USI. Elles se refermèrent avec un léger sifflement. Je suis resté là un moment. Puis je me suis retourné,
Je suis retourné à la cage d'escalier et j'ai descendu un étage. Je n'ai pas quitté l'hôpital. Je suis allé au parking, j'ai trouvé une place dans un coin avec une vue dégagée sur les fenêtres du 4e étage, et j'ai attendu. Parce que j'avais regardé dans les yeux d'Elena Hawthorne et j'y avais vu quelque chose que j'avais reconnu 1000 fois auparavant. Elle mentait. Et si elle mentait sur la mort de ma fille, je devais savoir pourquoi. Je n'ai pas quitté l'hôpital. J'ai attendu dans le parking jusqu'à la tombée de la nuit. Puis j'ai fait ce que je fais de mieux. J'ai enquêté. À 19h, le flot de visiteurs s'était tari. J'ai baissé une casquette des Red Sox sur mes yeux, retourné ma veste, un vieux truc de surveillance, et je suis rentré par l'entrée principale comme si j'appartenais à l'endroit. La confiance représente 90% de toute opération d'infiltration. L'USI du 4e étage avait de la sécurité, mais les gardes voient des centaines de visages à chaque service. Ils ne voient pas des individus. Ils voient des habitudes. J'ai suivi une famille de 4 personnes à travers le point de contrôle, en faisant un signe de tête aux gardes comme si j'étais avec eux. Chambre 412. J'avais mémorisé le numéro sur le répertoire du couloir. L'USI était disposé en cercle autour du poste des infirmières, 12 chambres au total, chacune avec une porte vitrée et un rideau coulissant pour l'intimité. La plupart des rideaux étaient tirés. Celui de la chambre 412 ne l'était pas. Et quand je me suis approché assez pour voir à l'intérieur, mon cœur s'est arrêté. Lydia. Vivante. Ma fille était allongée dans ce lit d'hôpital, des tubes et des fils la reliant à des machines qui émettaient des bips à un rythme régulier. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait. Son moniteur cardiaque affichait un pouls fort et régulier. Pas morte, même pas proche de l'être. J'ai pressé ma main contre la vitre. Ma vision s'est brouillée. Ma chérie, ai-je murmuré. Papa est là. Elle n'a pas bougé, n'a pas cligné des yeux. Les machines continuaient leur cœur régulier. Monsieur Hawthorne. Je me suis reculé brusquement, me réfugiant dans l'alcôve à côté de la chambre. 2 silhouettes se tenaient à une quinzaine de pieds dans le couloir. Preston et une femme en blouse blanche. Un médecin, à en juger par le stéthoscope. Je dois vous faire comprendre la situation, dit le médecin. Sa voix était calme, professionnelle. Votre femme est dans ce que nous appelons un syndrome d'enfermement. C'est extrêmement rare. Elle est dans un coma profond, mais il y a une possibilité, faible, peut-être 5%, qu'elle puisse entendre et traiter ce qui se passe autour d'elle, même si elle ne peut répondre d'aucune manière. 5%. Ma fille était peut-être piégée là-dedans, consciente, à l'écoute. Quelles sont nos options? La voix de Preston était plate, froide. Pas, est-ce qu'elle va s'en sortir, ni, que pouvons-nous faire pour l'aider? Juste, les options. Pour l'instant, nous maintenons le support vital et surveillons les changements. Certains patients dans cet état se rétablissent. La plupart non. S'il n'y a pas d'amélioration d'ici. Combien de temps la gardons-nous comme ça? Elle. Le médecin hésita. C'est une conversation que vous et votre famille devez avoir avec notre comité d'éthique. Habituellement, après 30 jours, nous commençons à discuter des options de soins à long terme ou d'autres décisions. 30 jours. Je me suis appuyé contre le mur, le poing serré. Preston ne posait pas ces questions par inquiétude. Il les posait comme un homme calculant les coûts et les bénéfices. Je vois, dit Preston. Et elle ne peut pas nous entendre. Pas comprendre. Très probablement non. La chance de 5% est optimiste. Bien. C'est bon à savoir. Bien. Le médecin s'éloigna. Preston resta là un instant de plus, regardant sa femme à travers la vitre. Pas de chagrin sur son visage, pas de larmes, juste une évaluation. Puis il sortit son téléphone et tapa quelque chose. J'aurais dû partir, rester caché, mais j'avais besoin d'en entendre plus. C'est alors que j'ai entendu la 3e voix. La voix d'Elena, froide, calculatrice et absolument glaçante. Nous devons parler, dit-elle. Quelque part en privé. Leur voix résonnait dans le couloir stérile de l'hôpital. Chaque mot était un clou dans leur cercueil. Seulement, ils ne savaient pas que c'était moi qui tenais le marteau. Je m'étais glissé dans l'alcôve de la cage d'escalier quand Elena était apparue, une vieille habitude de décennies de planque. Maintenant,
je me pressais contre le mur, retenant à peine ma respiration alors qu'il se dirigeait vers une petite salle de conférence à 20 pieds de là. La porte ne s'est pas refermée complètement. Négligent, arrogant. Parfait pour moi. On ne peut pas faire ça dans le couloir, dit Elena, sa voix tranchante. Quelqu'un pourrait entendre. Il n'y a personne ici, maman. Preston avait l'air fatigué, stressé. Il y a toujours quelqu'un. Une troisième voix, plus jeune, féminine. Pouvons-nous simplement parler de ça? Je ne comprends pas pourquoi vous m'avez appelé ici. Parce que tu fais partie de ça maintenant, Sloan. Sloan. J'ai classé ce nom dans un coin de ma tête. L'assistante de Preston. Je l'avais vue lors de dîners de famille, rôdant près de lui avec du café et des dossiers. Jeune, ambitieuse, jolie d'une manière calculée. Apparemment, aussi sa maîtresse. Partie de quoi? Demanda Sloan. La voix d'Elena devint froide et efficace. Après 30 jours, la politique de l'hôpital autorise la famille à discuter du retrait du support vital. C'est légal, propre. Personne ne pose de questions. Silence. Puis, Preston, tu veux la tuer. Je veux mettre fin à une situation qui ne profite à personne. Elle est partie, Preston. La femme que tu as épousée n'existe plus. Ce qu'il y a dans cette chambre, c'est un corps avec un battement de cœur. Mon poing se serra si fort que mes ongles firent couler le sang. Et Elliot? La voix de Preston vacilla. Il se battra contre ça. Il ne sera jamais d'accord. Nous n'avons pas besoin de son accord, le coupa Elena. Nous lui avons déjà dit qu'elle était morte ce matin. Maintenant, nous nous en tenons à cette histoire. Funérailles à cercueil fermé. Crémation rapide. Il vit à 1 heure d'ici. Il ne verra pas la différence. Vous voulez simuler des funérailles alors qu'elle est encore en vie? Sloan avait l'air choqué. Bien. Au moins l'une d'entre eux avait un fragment de conscience. Ce n'est pas une simulation si elle est déjà essentiellement morte, dit Elena. C'est une miséricorde. C'est un meurtre, la voix de Sloan s'éleva. C'est pratique, celle d'Elena non. Je voulais charger. Je voulais mettre mes mains autour du cou d'Elena et serrer jusqu'à ce que... Non. L'émotion vous trahit. Seule les preuves apportent la justice. J'avais passé 30 ans à monter des dossiers, à construire des caches pour des gens qui se croyaient plus malins que la loi. Et ces trois-là étaient sur le point d'apprendre ce qui arrive quand on sous-estime un détective, surtout un qui est aussi un père. Et si quelqu'un découvre, demanda Preston. Qui? Le personnel pense qu'Elliot la croit morte. Et dans 30 jours, ça n'aura plus d'importance de toute façon. Elena fit une pause. Fais-moi confiance, mon fils. J'ai pensé à tout. J'ai entendu des chaises racler. Il partait. Je me suis enfoncé plus profondément dans l'alcôve alors qu'il passait, Elena d'abord, confiante et froide. Preston en second, le visage pâle et coupable. Sloan en dernier, essuyant des larmes. J'ai attendu que leur pas s'estompe. Puis je suis sorti de cet hôpital et j'ai passé un appel. Kieran, ai-je dit à mon ancien partenaire. J'ai besoin de ton aide. Officieusement, et j'en ai besoin maintenant. 3 jours plus tard, j'enterrais un cercueil vide. Et je jouais le rôle de ma vie, le père brisé qui croyait sa fille partie. Mais d'abord, j'avais du travail à faire. Kieran Maloy est arrivé chez moi 2 heures après mon appel. Nous avions été partenaires pendant 12 ans avant que je ne prenne ma retraite. Il connaissait mes méthodes, faisait confiance à mes instincts, et plus important encore, savait quand poser des questions et quand simplement agir. Tu veux que je place des micros dans leur maison? Il s'est assis à ma table de cuisine, son café intact. Chaque pièce, ai-je dit. J'ai besoin de tout. Elliot, si ça tourne mal. Ça ne tournera pas mal. Ils me prennent pour un père en deuil qui croit sa fille réduite en cendres. Ils vont devenir négligents. Kieran m'a étudié un long moment. Puis il a hoché la tête. Il me faudra 48 heures. Tu en as 72. Les funérailles sont samedi. 18 décembre. Assez froid pour voir son souffle. Le genre de matin gris qui correspond au deuil. Sauf que je n'étais pas en deuil. Je jouais la comédie.
Le cimetière était petit, privé. Peut-être 20 personnes, des collègues de Lydia, quelques voisins, Elena et Preston, debout au premier rang comme une belle famille. Le cercueil reposait au-dessus de la tombe, scellé et vide. Je me tenais devant, la tête baissée, les épaules tremblantes. Le portrait parfait d'un homme brisé. Elena s'est approchée après le bref service. Je suis si désolé pour votre perte, Elliot. Sa voix suintait la fausse sympathie. Je l'ai regardée avec des yeux rougis. Ma petite fille, elle est vraiment partie. Elle est en paix maintenant. J'ai hoché la tête, essuyé mon visage. Je l'ai laissé voir la dévastation qu'elle attendait. Elle a en fait souri, un petit sourire satisfait. Elle pensait qu'elle avait gagné. Ce soir-là, Elena a appelé. Nous organisons une petite réunion pour le bébé, une célébration de bienvenue à la maison. Je pense que cela pourrait vous aider de voir Madison, de savoir qu'on s'occupe de la fille de Lydia. J'ai failli rire. Au lieu de cela, j'ai dit « merci ». J'aimerais beaucoup. La maison de Bacon il était illuminée comme pour Noël. À l'intérieur, les invités se mêlaient, un verre de vin à la main, bavardant, et là, au centre de tout, se trouvait Sloan Parrish, tenant ma petite fille, jouant à la mer. Elle portait un des cardigans de Lydia. Je l'ai reconnue immédiatement. Les invités s'extasiaient devant le bébé, et Sloan souriait gracieusement, acceptant les félicitations comme si elle avait accouché elle-même. Vous et Preston formez une si belle famille, a dit quelqu'un. Merci, répondit Sloan. Ça a été une adaptation, mais nous nous en sortons. Nous en sortons. Ma fille n'était pas encore froide, et cette femme portait ses vêtements, tenait son enfant, acceptant des louanges pour son sacrifice. Je me suis avancé. C'est ma petite fille. Le silence s'est fait dans la pièce. Elena s'est matérialisée à côté de moi. Elliot, peut-être devriez-vous. Elle tient ma petite fille, elle porte les vêtements de ma fille. Ma voix s'est élevée, se brisant parfaitement. Vous agissez tous comme si Lydia n'avait jamais existé. Monsieur, vous devez vous calmer. Ne me touchez pas. Elena a claqué des doigts. 2 gardes de sécurité sont apparus. Elliot est naturellement ému. S'il vous plaît, escortez-le dehors gentiment. Ils m'ont pris par les bras. J'ai lutté juste assez, pas trop, alors qu'ils me conduisaient vers la porte. Vous êtes tous des monstres, ai-je crié en arrière. Des monstres? La porte a claqué. Je suis resté sur les marches, respirant fort, l'air vaincu. Dans ma poche, mon téléphone a vibré. Un texto de Kiran. Tous les appareils sont placés, audio et vidéo, chaque pièce. Je me suis dirigé vers ma voiture, je suis monté dedans et je me suis permis un petit sourire. Quand Elena m'a claqué la porte au nez, je ne me suis pas senti vaincu. Je me suis senti victorieux. Parce que chaque mot qu'il disait, chaque crime qu'il commettait, était maintenant enregistré en haute définition. Le 28 décembre, le détective Kiran a appelé avec une nouvelle qui a tout changé. Ma fille n'avait pas donné naissance à une petite fille. Elle en avait donné naissance à 2. Tu dois entendre ça, a dit Kiran quand j'ai répondu. C'est de l'enregistrement d'hier. Je l'ai mis sur haut-parleur et je me suis assis à ma table de cuisine. L'audio a crépité. Bruit d'hôpital, bruit de pas, puis des voix. Le docteur Simona Archer parlait calmement et professionnellement. Monsieur Hawthorne, il y a quelque chose dont vous n'avez pas été informé pendant l'urgence. Votre femme a accouché de jumelles. Le 2e bébé est à l'unité de soins intensifs néonatales. Nous l'appelons petite fille numéro 2. Elle est stable maintenant et prête à... La voix de Preston a coupé, tranchante de panique. Quoi, des jumelles? Pourquoi ne m'a-t-on pas prévenu? Nous avons tenté de vous contacter à plusieurs reprises. Vous avez dit au personnel de gérer les affaires médicales sans vous déranger sauf si c'était critique. Qui d'autre est au courant? Seulement le personnel de l'USIN impliqué dans ces soins. Une pause, puis Preston, plus bas, ne le dites à personne d'autre. J'ai besoin de temps pour réfléchir. L'enregistrement s'est terminé. J'ai fixé le téléphone. 2 petites filles. L'une était seule à l'USIN depuis 2 semaines alors que tout le monde croyait qu'il n'y avait qu'un seul bébé. Elliot, dit Kiran, il y a plus. Celui-ci date d'hier soir. Le 2e enregistrement a commencé.
J'ai immédiatement reconnu l'acoustique. La maison de Bacon Hill. La voix d'Helena. 2 bébés compliquent tout. Les gens poseront des questions. Pourquoi le deuxième enfant n'a-t-il pas été mentionné? Où était-elle? Sloan a répondu, tendu, je n'ai pas signé pour 2 enfants. Un seul, c'est déjà assez difficile. Preston a demandé, qu'est-ce qu'on est censé faire? J'ai un contact dans le Connecticut, dit Helena, d'un ton professionnel. Elle est désespérée d'avoir un bébé. Pas de question. Elle paiera $100 000 en liquide. Un silence a suivi. Puis Preston, tu veux vendre ma fille? C'est une complication, dit Helena. Un bébé fait de toi le veuf tragique élevant son enfant seul. 2 bébés attirent l'attention. Ils creuseront. Ils découvriront pour Sloan. Pour tout. Ta mère a raison, ajouta Sloan. C'est plus propre. Une autre pause. J'ai serré le téléphone jusqu'à ce que mes jointures brûlent. 2 petites filles, et il prévoyait d'en vendre une comme une marchandise. Elliot, demanda prudemment Kiran. L'entraînement a pris le dessus. L'épreuve avant l'émotion. Laisse-les organiser ça, ai-je dit. Laisse-les penser que ça va se faire. Je veux que chaque détail soit enregistré. Si on bouge maintenant. Pas encore. Je me suis dirigé vers la fenêtre alors que la neige recommençait à tomber. Ils creusent leur propre tombe. Et s'ils le font vraiment? Ils n'en auront pas l'occasion, ai-je dit. Fais-moi confiance. J'ai raccroché et je suis resté là, mon reflet me fixant dans la vitre sombre. 2 petites filles, Iris et Violet, des fleurs qui survivent à l'hiver. Personne ne me les prendrait. Qu'ils essaient, ai-je murmuré. Qu'ils creusent plus profond. J'ai senti le poids des années se transformer en résolution. Ce n'était plus seulement du deuil, mais un devoir. Je les protégerai avec tous les outils légaux, tous les contacts, chaque once de patience que j'avais gagné. Quoi qu'il en coûte, je finirai ça. Pour ma fille et pour les enfants qui lui avaient survécu. Pendant 15 nuits, j'ai veillé pendant qu'Helena comptait les jours jusqu'au meurtre. J'attendais un miracle. La 29e nuit, ma foi a été exaucée. Cela a commencé le 29 décembre, le lendemain du jour où j'ai appris pour les jumelles et le plan de vendre une de mes petites filles comme du bétail. Je ne pouvais pas encore les arrêter. Pas sans preuve de la transaction, mais je ne pouvais pas ne rien faire. Alors, chaque nuit à 23 heures, je retournais à l'hôpital. Je portais différents déguisements, une casquette des Red Sox une nuit, des lunettes de lecture et un coupe-vent la suivante. La sécurité surveille les habitudes, pas les visages. Tant que l'habitude changeait, je restais invisible. Je passais devant le personnel de nuit, prenais les escaliers jusqu'au 4e étage, et me tenais devant la chambre 412. Je parlais à ma fille à travers la vitre. Papa est là, ma chérie, murmurais-je. Je me bats pour toi. Pour tes filles, Iris et Violet. De beaux noms pour de belles filles. Les machines émettaient des bips réguliers. Lydia ne bougeait pas. Pourtant, je parlais. Tu te souviens quand tu avais 7 ans et que tu es tombé de ton vélo? Les 2 genoux en sang, pleurant comme si le monde s'était écroulé. Puis tu as essuyé ton visage et dit, je n'abandonne pas. Je remonte dessus. J'ai besoin que tu te battes maintenant. Nuit après nuit, je revenais. Je racontais des histoires. Je lui rappelais sa mère, ma femme partie depuis 10 ans, qui aimait Lydia férocement. Ta mère serait si fière. Elle a toujours dit que tu étais la personne la plus forte qu'elle connaissait. Le 5 janvier, j'ai senti des yeux sur moi. Une infirmière observait depuis le poste. Des boucles sombres, des yeux bienveillants. Son badge indiquait Meredith Veil. Vous êtes son père, dit-elle doucement. Je vous vois toutes les nuits. Je me suis tendu. Oui. On nous a dit que vous aviez accepté son départ, que les funérailles avaient déjà eu lieu. Elle m'a étudié. Mais vous êtes là. Vous savez quelque chose. Je sais que ma fille se bat. Je ne l'abandonnerai pas. Meredith a hoché la tête. Je ferai en sorte que la sécurité ne vous dérange pas. Ce que vous faites est important. Elle est devenue mon allié. Le 10 janvier, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 20 ans. Je suis entré dans la chapelle de l'hôpital.
petite, silencieuse. Je me suis agenouillé maladroitement. Je ne sais pas si vous m'écoutez, ai-je murmuré. J'ai arrêté de vous parler après la mort de ma femme. J'étais en colère. Mais j'ai besoin que ma fille revienne. S'il vous plaît. Ma voix s'est brisée. Si vous me la rendez, je ne demanderai plus jamais rien. La chapelle est restée silencieuse, mais semblait moins vide. Le 13 janvier, 23h47, nuit 29. J'ai pressé mon poing contre la vitre froide. Encore 2 jours. Il pense avoir gagné. Il prévoit de signer les papiers, de débrancher la prise, de t'effacer. Mais nous allons les surprendre. Puis je l'ai vu. L'index droit de Lydia a tressailli. Je me suis figé, j'ai regardé. Il a bougé à nouveau. Les larmes ont brouillé ma vision. Lydia, si tu m'entends, bouge-le encore. Son doigt a bougé. Lentement, délibérément. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Meredith est arrivée en courant. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a bougé, elle a réagi. Meredith a vérifié les signes vitaux, examiné sa main. Oh mon Dieu! Vous avez raison. Elle réagit. Allez chercher le docteur Archer. À 1h30 du matin, le docteur Simona Archer est sorti, les yeux brillants de quelque chose que j'avais presque oublié. L'espoir. Monsieur Hartley, dit-elle doucement. Les yeux de votre fille sont ouverts. Elle demande à vous voir. J'ai senti mes genoux faiblir, des années de peur s'écoulant d'un coup. Les lumières du couloir semblaient plus chaudes, l'air plus facile à respirer. Pour la première fois depuis cet terrible appel téléphonique, l'avenir s'ouvrait. Elle n'était pas partie. Elle était toujours là, se battant toujours, et je n'étais plus seul. À 2h17 du matin le 14 janvier, exactement 30 jours après qu'il l'ait déclarée morte, ma fille a ouvert les yeux, a murmuré mon nom, et nous avons tendu le piège. Je me suis précipité dans la chambre. Les yeux de Lydia étaient ouverts, des larmes coulant sur son visage, mais elle était éveillée, vivante, consciente. Papa. Sa voix était rauque, à peine un murmure, mais c'était le plus beau son que j'ai jamais entendu. J'étais à son chevet en 2 pas, prenant sa main avec précaution. Je suis là, ma chérie. Je ne suis jamais parti. Je t'ai entendu. Plus de larmes. Toutes les nuits, tu me parlais. Ma gorge s'est nouée. Tu pouvais m'entendre. Elle a hoché la tête faiblement. J'ai tout entendu. Preston, Helena, ils voulaient ma mort. Ils allaient. Elle s'est étouffée avec les mots. Je sais. J'ai serré sa main doucement. Je les ai entendus aussi. J'ai rassemblé des preuves pendant 30 jours. Ses yeux se sont écarquillés, se concentrant sur moi avec une intensité désespérée. Mes bébés. Où sont mes bébés? En sécurité. Toutes les 2. J'ai vu la compréhension poindre sur son visage. Tu as 2 filles, Lydia. Des jumelles, Iris et Violet. 2. Le choc s'est inscrit à travers sa faiblesse. Je ne savais pas, ils te l'ont caché. Et ils prévoyaient de vendre Violet pour $100 000. La fureur a brillé dans ses yeux malgré son épuisement. Il faudra me passer sur le corps. C'était leur plan, ai-je dit sombrement. Mais nous allons les arrêter. Le docteur Archer est entré, a vu Lydia éveillée, et s'est figé. C'est remarquable. Je dois signaler cette guérison à, attendez. Je me suis levé, me tournant vers elle. À quelle heure sont-ils prévus de venir aujourd'hui? Elle a vérifié sa tablette, confuse. 10 heures, ils ont un rendez-vous pour discuter de l'arrêt du support vital, mais maintenant qu'elle est. Parfait. J'ai regardé l'horloge sur le mur. 2h30 du matin. 7h30. Docteur, pouvez-vous garder ça secret jusqu'à ce moment-là? Monsieur Hartley, je ne comprends pas, ils viennent pour tuer ma fille. Je veux qu'ils entrent et la trouvent éveillée. Pouvez-vous faire ça? Le docteur Archer a regardé entre moi et Lydia. Ma fille a hoché la tête faiblement. Oui, dit lentement le docteur Archer. Oui, je peux faire ça. J'ai sorti mon téléphone, appelé Kiran. Il a répondu à la première sonnerie. C'est aujourd'hui. Sois à l'hôpital à 9h45.
Amène 2 officiers, en civil, chambre 412. Elle est réveillée. Elle est réveillée et elle est prête à les affronter. Les 7 heures suivantes se sont écoulées lentement. Le docteur Archer a maintenu le personnel infirmier au minimum, leur disant que Lydia subissait des tests. Kiran est arrivé à 9h50 avec 2 détectives que je reconnaissais de mon ancien commissariat. Ils se sont positionnés dans la pièce de rangement adjacente, la porte entr'ouverte, prêts. À 9h55, nous avons aidé Lydia à s'asseoir légèrement dans son lit. Elle était encore faible, toujours connectée au moniteur, mais ses yeux étaient clairs et alertes. Je me tenais à côté d'elle, les bras croisés. À 10h pile, nous avons entendu des pas dans le couloir. La voix d'Elena, froide et professionnelle, finissons en. La porte s'est ouverte. Elena est entrée la première, impeccable dans un tailleur noir, portant un dossier en cuir. Preston a suivi, le visage tiré et pâle. Sloan est entré en dernier, serrant un sac à main de créateur comme un bouclier. Tous les 3 tenaient des papiers. Des documents d'arrêt du support vital, j'apprendrai plus tard. Elena a levé les yeux, s'est figée. Lydia l'a fixée directement, éveillée, consciente, vivante. Les papiers de Preston lui ont glissé des mains, se dispersant sur le sol. Sloan a halté, reculant jusqu'au cadre de la porte. Le silence s'est étiré. 5 secondes. 10. J'ai regardé leur visage passer du choc à la confusion, puis à l'horreur naissante. Surpris, ai-je dit doucement. Elena a récupéré la première, son visage se durcissant. C'est impossible. Tu étais morte. La voix de Lydia était faible, mais stable. Désolé de te décevoir. Comment, balbutia Preston. Depuis combien de temps suis-je réveillé, a terminé Lydia. Assez longtemps. Assez longtemps pour entendre mon père me raconter tout ce que vous aviez prévu. Assez longtemps pour savoir que vous vouliez vendre ma fille. Les yeux d'Elena se sont tournés vers moi. Une fureur froide remplaçant le choc. Vous. Je me suis avancé et pour la première fois en 30 jours, j'ai souri. Surpris? Vous ne devriez pas l'être. Je suis un détective. Et les détectives ne perdent pas, ils se croyaient malins. Ils pensaient avoir couvert leurs traces. Ils avaient oublié une chose, j'avais passé 30 ans à mettre les criminels derrière les barreaux. Et cette affaire, celle-ci, était en béton. Elena a récupéré la première, le choc se durcissant à nouveau en un calcul froid. Cela ne change rien, dit-elle. Elle est réveillée, mais toujours mentalement incompétente. Nous avons la procuration médicale. La porte s'est ouverte. Le détective Kiran Maloa est sorti de la pièce adjacente, badge en l'air. 2 officiers en uniforme ont suivi. Elena Hawthorne. Preston Hawthorne. Sloan Parrish, dit-il d'une voix égale. Vous êtes en état d'arrestation. Le visage de Preston s'est vidé de sa couleur. Quoi? C'est insensé. Vous êtes accusé de complot en vue de commettre un meurtre, de tentative de trafic d'enfants, de fraude, de maltraitance de personnes âgées et de complot en vue de violer les droits des patients, a poursuivi Kiran. Je n'ai rien fait, a crié Sloan. Le regard d'Elena s'est tourné vers moi. Vous ne pouvez rien prouver de tout ça. J'ai sorti ma tablette et l'ai connectée à la télévision de l'hôpital. Vraiment, ai-je demandé. Laissez-moi vous montrer à quoi ressemble 30 jours de surveillance. L'écran s'est allumé. Enregistrement 1. 15 décembre, hôpital. La voix d'Elena a crépité dans les haut-parleurs. Calme, clinique. Après 30 jours, on débranche la prise. Légal, propre. Preston a répondu, et Elliot? Elena a dit, on lui dit qu'elle a été incinérée. J'ai mis la vidéo en pause. Vous avez planifié la mort de ma fille alors qu'elle était à 3 mètres, luttant pour vivre. Preston fixait le sol. Enregistrement 2. 18 décembre, résidence de Beacon Hill. Des images vidéo d'une fête. Sloan portait le cardigan crème de Lydia, celui que je lui avais offert il y a des années. Elle tenait Madison en souriant. Une femme a dit, vous et Preston formez une belle famille. Sloan a répondu, merci. Ça a été une adaptation. Une adaptation, ai-je répété. Vous avez emménagé dans sa maison, porté ses vêtements,
tenu son enfant et accepté les louanges pendant qu'elle était dans le coma. Sloan a sangloté. Je ne savais pas. Enregistrement 3. 28 décembre, salle de consultation de l'hôpital. Le docteur Archer parlait. Votre femme a accouché de jumelles. Le deuxième bébé est à Luzin. Preston a demandé, qui d'autre est au courant? Seulement le personnel. Ne le dites à personne, a coupé Preston. J'ai arrêté l'enregistrement. Vous avez caché votre propre fille parce qu'elle était un inconvénient. Enregistrement 4. Même jour, salon de Beacon Hill. La voix d'Elena est revenue. J'ai un contact dans le Connecticut. 100 000 $ en liquide. Preston a demandé, tu veux vendre ma fille? C'est une complication, a répondu Elena. Une pause. Puis Preston a dit, d'accord, organise ça. Un des officiers a secoué la tête. Vous alliez vendre ma petite fille de 6 jours, ai-je dit. C'est un piège, a hurlé Elena. Non, ai-je répondu calmement. Lydia a installé des caméras de sécurité il y a des mois. La maison lui appartenait. Les enregistrements sont légaux. Vous avez juste oublié qu'ils existaient. J'ai tapoté à nouveau sur la tablette. Les relevés bancaires montrent que Preston a retiré 50 000 $ des comptes de Lydia pendant qu'elle était inconsciente. C'était pour le bébé. Les relevés téléphoniques montrent qu'Elena a passé 47 appels à un acheteur du Connecticut. Elle est déjà en garde à vue. Le visage d'Elena est devenu livide. Nous avons également des déclarations sous serment du personnel de l'hôpital décrivant votre comportement et votre mépris pour la vie de Lydia. Je les ai regardés. J'ai monté des dossiers pendant 30 ans. Je sais comment rendre des preuves solides. Et celle-ci le sera. Preston s'est effondré sur une chaise. Maman, tu avais dit que ça marcherait. Tais-toi, a hurlé Elena. Sloan sanglotait de manière incontrôlable. Je n'étais pas au courant pour la vente du bébé. Je le jure. Silence. Elena aboya. Le détective Malois s'est avancé et leur a lu leur droit. Elena s'est tournée vers moi. Vous croyez avoir gagné? Avant que je ne réponde, la voix de Lydia a traversé la pièce. Faible, mais claire. Vous vouliez ma mort, dit-elle. Pour pouvoir prendre ma vie, mes enfants, ma maison. Des larmes coulaient sur son visage. J'ai tout entendu, chaque mensonge, chaque plan. Elle a pris une profonde inspiration. Je suis en vie. Et vous vous en souviendrez en prison. J'ai posé ma main sur son épaule. Vous avez sous-estimé l'amour d'un père, ai-je dit. Ce fut votre erreur. Les officiers les ont menottés. Preston n'a pas résisté. Sloan sanglotait. Elena est restée silencieuse. En arrivant à la porte, Elena s'est retournée. Sa haine avait disparu. Seule la prise de conscience restait. La porte s'est refermée. La pièce était silencieuse. J'ai regardé ma fille. Vivante. C'est fini, ai-je dit doucement. Et pour la première fois, c'était vraiment le cas. Cet après-midi-là, l'infirmière Meredith a amené mes petites filles rencontrer leur mère pour la première fois. 3 mois plus tard, j'ai vu la justice être rendue d'une manière qui a rendu chaque moment de ces 30 jours d'enfer valable. Après les arrestations, après que le chaos se soit estompé, le docteur Archer s'est approché tranquillement. Je pense qu'il y a 2 petites filles qui ont besoin de rencontrer leur mère. J'ai hoché la tête, incapable de parler. 30 minutes plus tard, l'infirmière Meredith va la pousser 2 couveuses dans la chambre. À l'intérieur dormaient 2 bébés minuscules, identiques jusqu'aux fossettes sur leur menton, inconscientes de la façon dont leur vie avait failli être prise. Lydia a haleté, mes filles. Mes filles. Les infirmières les ont soulevées avec précaution, d'abord l'une, puis l'autre, et les ont finalement placées ensemble dans les bras de Lydia. Elle a serré Iris et Violet contre sa poitrine, sanglotant ouvertement, embrassant leur tête douce. Je suis votre maman, a-t-elle murmuré. Je suis là. Je me tenais à côté d'elle, les larmes coulant. Elles sont parfaites, tout comme toi. Tu les as sauvées, a dit Lydia. Tu nous as tous sauvés. J'ai touché une petite main. Je leur ai donné un nom pendant que tu dormais. Iris pour la sagesse. Violet pour la force. Des fleurs qui survivent à l'hiver.
Parfait, a-t-elle murmuré. Iris a enroulé ses doigts autour du mien. Violet s'est blottie plus près de sa mère. Pour la première fois en 30 jours, la pièce était paisible. 3 mois plus tard, le 15 avril 2025, nous nous tenions à l'intérieur du palais de justice du comté de Suffolk sous un ciel gris de Boston. La salle d'audience était pleine, médias, observateurs, étrangers attirés par l'histoire. Un père détective, une fille presque assassinée, des petites filles presque vendues. Lydia était assise à côté de moi, plus forte maintenant après des mois de thérapie. Le juge Roland Blackwell présidait, son visage sévère et impassible. Les preuves ne laissaient aucune place au doute. Que les accusés se lèvent. Helena se tenait rigide. Preston avait l'air brisé. Sloan tremblait. Preston Hawthorne, dit le juge, vous êtes reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. 18 ans de prison d'État. Preston a vacillé. Helena Hawthorne, a poursuivi le juge, cerveau de ses crimes. 15 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Helena n'a pas réagi. Sloan Parrish. 8 ans. Sloan a sangloté. Le juge a ajouté des ordonnances de restriction, la confiscation des avoirs et la révocation permanente des droits parentaux de Preston. Le marteau du juge est tombé. La justice était définitive. Dehors, les journalistes criaient des questions. Comment vous sentez-vous? J'ai guidé Lydia vers la voiture. La justice a été rendue. La vie a continué. Lydia s'est rétablie régulièrement. Elle a emménagé dans ma maison d'amis. Nous avons reconstruit sa vie, morceau par morceau. Nous avons coécrit un livre, Le père qui n'a jamais cessé de se battre. C'est devenu un best-seller. Chaque dollar est allé dans un fonds en fiducie pour Iris et Violet, ainsi que les produits de la vente de la maison de Beacon Hill. Lydia a commencé à parler publiquement des droits des patients et de la protection des personnes vulnérables. Elle a demandé le divorce. Preston a signé depuis la prison. Et j'ai aidé à élever mes petites filles. Les biberons de minuit, les couches, les berceuses. À 63 ans, j'ai découvert le plus grand travail de ma vie. L'été est arrivé. Un samedi chaud, nous avons étalé une couverture sous un chêne à Boston Common. Iris et Violet étaient assises droites, maintenant âgées de 6 mois, curieuses et vives. Iris étudiait un brin d'herbe. Violet riait d'un papillon. Lydia était assise à proximité, écrivant dans son journal, paisible. J'ai chatouillé le ventre de Violet. Elle a ri, un rire pur et éclatant. Votre mère est une battante, ai-je murmuré. Et votre grand-père n'a jamais appris à abandonner. Lydia m'a rejoint. Tu nous as sauvés. C'est ce que font les pères, ai-je dit. Nous nous battons. Nous protégeons. Elle s'est appuyée contre moi. Nous nous sommes sauvés mutuellement. J'ai soulevé les 2 filles, une dans chaque bras, leurs grands yeux reflétant le ciel doré. Ils ont essayé de nous enterrer, ai-je dit doucement. Mais l'amour ne meurt pas, le soleil se couchait sur Boston alors que je tenais mes petites filles et que ma fille était assise à côté de moi. Nous avions affronté le mal et nous avions gagné. Parce que l'amour, le véritable amour féroce, gagne toujours. Voilà donc mon histoire. Voilà comment un grand-père est redevenu détective une dernière fois. Comment 30 jours d'enfer sont devenus le combat de ma vie et comment Dieu m'a rendu tout ce que je croyais avoir perdu. En y repensant maintenant, je vois sa main à chaque instant. Quand j'ai trouvé Lydia en vie cette première nuit, c'était Dieu. Quand son doigt a tressailli au 29e jour, c'était Dieu qui répondait à mes prières dans cette chapelle vide. Quand tout s'est mis en place au moment exact, ce n'était pas de la chance. C'était un timing divin. Ces histoires de grand-père que nous racontons ne sont pas que du divertissement. Cette histoire vraie m'a appris que le mal existe, mais la grâce aussi. La rédemption aussi. Et la puissance d'un père qui refuse d'abandonner aussi. Si vous lisez ceci et que vous êtes dans une situation où quelque chose vous semble anormal, faites confiance à votre instinct. Ne soyez pas comme les gens qui ont vu les signes et sont restés silencieux. Ne soyez pas comme ceux qui ont choisi le confort plutôt que le courage. Soyez la personne qui pose des questions, qui creuse plus profond, qui se bat quand tout le monde s'en va. J'ai appris que Dieu nous place exactement là où nous devons être, même dans les moments les plus sombres. Il m'a donné 30 ans en tant que détective, non seulement pour résoudre des crimes,
mais pour me préparer à la seule affaire qui comptait le plus, sauver ma fille et mes petites filles. Cette histoire vraie n'est pas seulement la mienne. Elle appartient à chaque parent, chaque grand-parent qui a dû se battre pour sa famille. Ces histoires de grands-pères nous rappellent que l'amour est plus fort que le mal. Que l'espoir survit même dans l'obscurité d'un coma, et que la justice, la vraie justice, vaut la peine de se battre. À Iris et Violet, quand vous serez assez grande pour lire ceci. Votre mère est la personne la plus forte que je connaisse. Et votre grand-père, je suis juste un vieil homme qui vous a aimé avant même que vous ne preniez votre premier souffle. C'est ce que les meilleures histoires de grand-père nous enseignent. N'abandonnez jamais les gens que vous aimez. Ne cessez jamais de vous battre. Et toujours, ayez confiance que Dieu a un plan, même quand vous ne pouvez pas le voir. Si cette histoire vraie a touché votre cœur, laissez un commentaire ci-dessous en me disant ce que vous feriez à ma place. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que les miracles sont réels. Et abonnez-vous à cette chaîne car chaque histoire que nous partageons pourrait sauver une vie. L'amour gagne toujours. Souvenez-vous-en.